Bonjour Anne-Laure, Bonjour Alain. comment ça va? Écoute, très bien, je suis ravie de t'accueillir. Alors, je comprends que Nutri-7 évolue dans un environnement VUCA. Ce que je voudrais savoir, c'est comment la R&D permet à Nutri-7 de rester compétitif, de rester innovatif et d'être agile. Alors, pour répondre à ta question, j'ai deux pistes qui pour moi sont finalement la façon dont Nutri-7 depuis le début agit et a créé sa première ligne de produits, notamment Plein Peanut, c'est de la proximité. Proximité avec des académiques, des chercheurs pour comprendre en fait quels étaient les besoins de la science et de la proximité avec notre écosystème. Donc pour t'illustrer tout ça, la proximité avec la science, c'est comment est-ce que dès le début on a essayé de produire ce genre de produits-là qui sont des prototypes de recherche pour soutenir en fait des chercheurs qui avaient envie de faire des études cliniques sur des produits bien spécifiques avec des paramètres bien précis mais qui n'ont pas la compétence et la capacité pour fabriquer à grande échelle en fait et de manière sécure ce type de produit. Donc on a toujours été présent dans ces écosystèmes, on a été présent en soutien. Parce que je comprends dès le début, c'est ce qu'a fait Michel. Le produit, a été inventé. Exactement. Michel, quand il a fondé l'entreprise, en fait, c'est parce qu'il était en proximité avec ses chercheurs. Donc il y a un co-inventeur, un chercheur qui a une sensibilité R&D en lui. Exactement, qui est vraiment natif pour moi à Nutri-7. Et c'est à travers cette proximité-là qu'on a un temps d'avance toujours sur quelles sont les questions que les chercheurs peuvent se poser. Et nous, ça nous permet de travailler pour essayer de craquer d'un point de vue technique, fabrication, produit, ce qui vont être les produits de demain. Et le deuxième point, c'est la proximité avec l'écosystème, parce qu'on s'adresse quand même à développer l'innovation, c'est ça? Exactement. Et pour développer ces innovations, il faut qu'on puisse tester nos produits. Donc c'est plus difficile de faire des marchés tests ou des choses comme ça quand on s'adresse à des populations vulnérables, des personnes qui sont malades. Et donc avoir accès à des centres de santé, avoir la confiance d'ONG, ça nous permet par exemple de tester nos innovations packaging. On a un produit qui est en cours de développement. Et on peut le tester parce qu'on a la confiance, qu'on a l'expertise aussi pour encadrer ce type de produit-là et convaincre après de la légitimité de mettre à l'échelle nos innovations et nos futurs produits. C'est un effort important que l'entreprise fait en termes de R&D. Oui. Combien de personnes sont dédiées à la recherche? Alors on est 25 basés en France sur un effectif français de à peu près 250-260 personnes. Donc effectivement avec des compétences quand même assez poussées, parce qu'on a des gens qui sont experts, qui ont des doctorats, etc. Soit sur des sujets de recherche appliquée, soit des sujets en fait purement plus scientifiques, nutrition. Et c'est vraiment la R&D est au cœur de l'entité Nutri-7. La nutrition est au cœur de Nutri-7. Et donc cette R&D est au service de tout le réseau Plumply-Field qu'on Exactement. Donc tout à l'heure avec nous, on est là pour concevoir les produits, pour identifier les besoins et pour s'assurer après de l'implémentation et de la bonne fabrication dans de bonnes conditions en fait, des produits dans les différentes usines. Donc on a vraiment toute la chaîne de la R&D. Le suivi de la recherche appliquée, le suivi des études scientifiques, le développement produit packaging et après l'industrialisation et une fonction qui est assez récente de data science aussi pour nous aider dans la performance. D'accord. Et donc, ce que je comprends aussi, c'est que vous avez quand même des contraintes qualité assez importantes, assez poussées. Et en même temps, vous devez sourcer partout où vous vous trouvez, c'est ce que m'a dit Julien. Tout à fait. Tout en vous assurant également que le produit livré en termes de goût fait sens localement. Alors, il faut que le produit, effectivement, fasse sens en termes de goût, en termes d'habitudes alimentaires, qu'il soit accepté, qu'il soit adapté aussi aux capacités de nos bénéficiaires. Un petit bébé de 6 mois, en fait, il faut que le produit soit suffisamment fluide pour qu'il puisse le consommer. D'un point de vue nutritionnel, effectivement, on a des spécifications qui sont drastiques. Qui ont évolué d'ailleurs au cours du temps, en fait. Il y a une exigence un peu plus importante. Tout à fait. Une exigence significative sur la partie nutritionnelle, parce que l'objectif, au final, c'est de pouvoir toujours apporter la meilleure nutrition et de combattre la malnutrition du mieux possible, à moindre coût à chaque fois. Donc effectivement, il y a des évolutions qui se sont faites. Alors, ce n'est pas des évolutions qui peuvent paraître très significatives, mais c'est des évolutions qui demandent beaucoup de recherche, beaucoup de preuves scientifiques pour s'assurer que ce qu'on apporte en évolution convient vraiment à toutes les populations et qu'on ne va pas en fait rendre les gens plus malades avec ces évolutions-là. Tout à fait. Et donc, comment la technologie peut contribuer à cela? C'est-à-dire que les paramètres assez variables en entrée, c'est-à-dire le sourcing local qui va changer d'un pays à l'autre, et finalement un goût qui peut varier d'un pays à l'autre, et au milieu des contraintes en termes d'exigence qualité. Comment on utilise la technologie pour y arriver?
Alors, on l'utilise de plusieurs façons, pas encore complètement de manière satisfaisante à hauteur du potentiel, mais on a plusieurs sujets. Le sujet de la formulation déjà, donc on a un logiciel de formulation qui est assez simple aujourd'hui, mais qu'on est en train de remettre effectivement à plat et à niveau parce que on a en clé d'entrée des matières premières qui sont des matières premières végétales, qui sont sujettes à aléas climatiques, donc avec pas mal de variabilité nutritionnelle. Et en sortie, en fait, on a un cahier des charges nutritionnel qui est hyper exigeant. Tout à fait. Donc, on essaye de gérer ces fluctuations-là, mais aujourd'hui, ça nous demande beaucoup de temps, de retravail, de reformulation. On a aussi le sujet de l'éco-conception, qu'on travaille avec des bases de données, des choses comme ça, mais qui n'est pas suffisamment fluide. Donc, un de nos enjeux sur lesquels on travaille, c'est comment est-ce qu'on va utiliser plus d'intelligence artificielle, plus de modélisation aussi, pour pouvoir optimiser plus rapidement en fait, et donner à nos partenaires les recettes qui sont optimisées d'un point de vue coût, d'un point de vue matière première locale, et toujours adaptées d'un point de vue nutritionnel, parce que c'est ça notre qualité in fine qui est essentielle. Et là, vous avez déjà obtenu quelques résultats, et il y a une projection aussi en termes de jumeaux numériques, si j'ai bien compris. Alors exactement. On a investi, comme je te le disais, dans la partie data science. Donc, depuis 2023, on a une personne au sein de l'équipe R&D qui est data scientist. On l'a positionné sur 2 sujets pour le moment. Le premier sujet, c'est pour nous aider sur des problèmes qu'on pouvait avoir en production sur nos produits les plus sensibles. On fait notamment des produits pour les personnes âgées qui sont utilisés par des cuisiniers qui les mettent en œuvre dans des applications. Et on avait un problème de déphasage de ces produits. Et en fait, le déphasage, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, parce qu'on veut que le produit, d'un point de vue de sa composition nutritionnelle, soit homogène pour qu'à chaque cuillère utilisée, il y ait la même composition. Et donc, on a passé beaucoup de temps à former les opérateurs à collecter de la data de qualité, à mettre en place tout un tas de paramètres de suivi, pour permettre à Yosra, notre data scientist, justement de modéliser, de nous dire en fait quels étaient les paramètres menants qui conduisaient à de la non-conformité. Et donc, on a pu voir, par exemple, qu'un paramètre qu'on ne maîtrisait pas et qui ne nous paraissait pas important, comme par exemple l'humidité ambiante dans un atelier, avait un impact direct et directement corrélé d'un point de vue statistique sur la non-conformité produit. Et donc, vous étiez sur d'autres paramètres? On était sur des choses plus classiques en fait, mais là, du fait de l'analyse statistique et du nombre de données, le diagnostic, il est clair, il n'est pas challengeable, et c'est là où on passe d'une analyse qui est un peu plus itérative et un peu qui prend plus de temps d'ailleurs. Qui prend plus de temps, qui n'est pas plus efficace et qui est un peu en mode échec et tâtonnement, comme tu dis. C'est exactement ça. Ben là, en fait, c'est de la pure analyse statistique, donc c'est hyper robuste. D'accord. Et là, il y a une projection sur un jumeau numérique? Exactement. Donc, Yosra également, depuis qu'elle est là avec nous, elle travaille sur un jumeau numérique pour l'usine. Donc, l'idée, c'était, on avait des problèmes d'arrêt de ligne sur des problèmes de pression. Dû au comportement rhéologique du produit. Et ce comportement rhéologique, en fait, générait des problèmes de pression dans le système et donc pouvait endommager en fait l'outil de production. Donc on ne savait pas bien comment les mesurer et surtout quels étaient les paramètres menants. Donc là, elle est en train de finaliser son travail où elle a fait le mapping de toutes les données entrantes qu'on pouvait collecter. On a installé aussi des sondes, on a fait plein de choses au sein de l'usine et peut-être que Sébastien pourra t'en parler plus en détail, pour être capable vraiment, en déporté de l'usine, de modéliser le comportement de notre produit fini et du coup sur son impact pression et viscosité rhéologie en fonction de tout un tas de facteurs sur les matières premières, pareil sur la météo, les ambiances, les paramètres process, etc. On est vraiment en plein industrie 4.0 en fait. Tout à fait. Mais l'industrie 4.0 en termes de définition, les Allemands disent c'est de la customisation de masse au prix de la production de masse. Je sais que vous êtes notamment en concurrence avec des pays low cost, notamment en Inde. Comment vous arrivez à faire de la R&D et rester compétitif par rapport à ces pays low cost? Quel est le sens de tout ça au final? Alors notre gros enjeu, effectivement, comme tu dis, c'est on a un produit aujourd'hui qui est une recette unique, qui était jusqu'à présent une recette unique déployée partout dans le monde, aussi bien du point de vue de l'impact environnemental que du point de vue de l'appropriation finalement par les bénéficiaires de ce produit. Ce qu'on essaye de faire, c'est de le customiser, entre guillemets, en fonction des matières premières locales qui sont disponibles. Et donc, changer le produit, adapter sa recette en fonction de ce qui est disponible et qu'on doit transformer aussi pour en générer le potentiel nutritionnel.
Donc tout ça, c'est notre axe de développement qui n'est pas simple non plus, parce que parfois les matières premières locales n'ont pas forcément le bon niveau de qualité nutritionnelle, mais aussi pas forcément le bon niveau de contaminants. Donc c'est des projets qui sont des projets de longue haleine. Et en plus, systématiquement, il faut qu'on prouve, quand on met une matière première en quantité significative, qu'elle a toujours un effet, l'effet souhaité en fait dans le traitement de la malnutrition. Donc ça veut dire que derrière, il faut mettre en place des études cliniques, etc. Donc une projection qu'on aimerait avoir pour demain et que des personnes de mon équipe vont discuter dans des consortiums, etc., c'est comment est-ce qu'on fait pour screener plus rapidement en fait tout ce pool de matières premières pour éviter d'avoir à financer à chaque fois des études cliniques qui sont onéreuses sur lesquelles nous on n'a pas complètement la main non plus. Donc ça c'est une vraie tendance de fond sur laquelle on n'a pas la réponse et on travaille en fait et on est présent dans des écosystèmes qui ont envie de travailler ce sujet-là pour permettre d'être plus adaptés, avoir un meilleur impact aussi carbone des produits, parce que nos produits contiennent du lait. Donc le lait quand c'est produit depuis la France ça fait du sens, c'est une matière première locale. Quand c'est produit en Éthiopie, ça fait un peu moins de sens. Donc on cherche des alternatives. On va mettre par exemple du pois chiche, mais il faut qu'on le transforme aussi. On va le voir tout à l'heure. Exactement, tu pourras le déguster. Tout à fait. J'espère. mais du coup, si je comprends bien, l'idée de l'industrie 4.0 et donc de la recherche de manière globale, c'est de pouvoir, je veux dire, exister face à cette compétition qui est finalement rude. En étant plus local, exactement, en étant plus spécifique, en apportant une valeur qui va plus correspondre aux besoins de la population en termes d'autosuffisance, on va dire, alimentaire, parce qu'on est sur ces sujets-là, en termes de goût aussi, pour que nos produits soient mieux acceptés. Voilà. À l'origine de l'entreprise, il y avait la R&D, si je puis dire, et l'avenir de l'entreprise aujourd'hui semble s'inscrire au travers de la R&D également. Entre autres. Très bien. Là, tu as un sachet à main et il sert à quoi ce sachet Alors sur ce sachet, c'est le même que celui-ci. Oui, je voulais te le montrer parce qu'il y a marqué Research with Nutriset. Et donc c'est ce que je t'expliquais, nos prototypes. En fait, ce sont des prototypes de recherche. D'accord. Donc c'est des produits qui ne sont pas commercialisés et qui sont designés spécifiquement à la demande de chercheurs pour les aider dans leurs études où ils veulent prouver l'efficacité justement d'un nouvel ingrédient. Comme je te l'expliquais, à chaque fois qu'on veut faire une modification de la composition du produit, il faut s'assurer que ça a un impact positif sur la santé de nos bénéficiaires. Donc, les chercheurs ont besoin de produits qui, en goût, soient adaptés aussi, parce que faire une étude, si le produit n'est pas consommé, forcément, on ne va pas voir d'effet. Donc ça, c'est toute notre technicité, notre savoir-faire. D'accord, donc ça traduit un peu l'intensité de votre R&D d'une certaine manière. Tout à fait. Donc on avait dit au début de l'entreprise, il y avait l'invention de Plan-Pinot. Tout à fait. Et depuis l'invention de Plan-Pinot, quel est le résultat R&D que tu considères comme étant le plus impactant depuis 40 ans chez Nutriset? C'est une bonne question. Je pense que je vais quand même rester sur Plan-Pinot parce que ça a été une innovation majeure pour plein de sujets. En revanche, on pourrait dire que depuis 40 ans, il n'y a rien eu. Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. On s'est beaucoup diversifié. On est resté sur des matrices qui sont notre expertise, en fait, sur des matrices lipidiques et sur des enrichissements différents, minéraux, etc. On a travaillé sur des sujets de prévention. On a des produits qui sont pour les femmes enceintes allaitantes. On a des produits pour les enfants aussi en prévention. On s'est diversifié sur le marché français à travers une entité qui s'appelle Sanae, où on fait un produit pour les personnes âgées qui est utilisé dans les EHPAD, toujours sous forme de pâte. Et là, les enjeux sont différents peut-être par rapport... Alors, les enjeux, d'un point de vue nutritionnel, effectivement, sont différents. D'usage aussi, c'est pas du tout la même chose. Les profils nutritionnels des produits aussi sont adaptés différemment. Mais toujours au cœur, il y a cette expertise et proximité avec ce que la science recommande en fait comme produit pour des populations spécifiques. En fait. On va essayer d'étudier d'autres canaux de distribution. On a des projets, par exemple, sur lesquels on va travailler en B2C. On va sur des process aussi qui sont un peu différents, qui ne sont pas plus que des pâtes grasses, mais en fait des produits qui sont extrudés, des choses comme ça. Donc on se diversifie, mais toujours avec une expertise forte basée sur la nutrition, toujours auprès de populations vulnérables, parce que c'est là où on a nos réseaux, nos écosystèmes, c'est là où on est pertinent et c'est là où on est aussi bien implanté. Tout à fait. Et donc, pour les PME qui nous regardent, qui sont intéressés par ce que tu dis, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je veux dire, Nutriset, c'est une grande PME ou une ETI, on va dire.
Et elle fait beaucoup de R&D. On a vu l'effort, hein, c'est 10% de la masse salariale, un peu plus de 10% d'ailleurs, parce que ce sont les gens un peu plus qualifiés. Et donc, que dire, quel message passer à une PME qui se dit je suis trop petite pour faire de la R&D avec ce même niveau d'intensité? Pour moi, c'est ce qu'on a toujours fait chez Nutriset, effectivement, depuis le début, c'est d'avoir cet état d'esprit d'innovation ouverte et de partenariat. Parce qu'effectivement, tout seul, c'est quand même compliqué d'avoir toutes les capacités pour innover. Mais identifier les écosystèmes pertinents pour ces segments de marché, là où on peut apprendre, c'est là où finalement on est au cœur de la compréhension des besoins. Et c'est là où on est pertinent pour pouvoir adresser des nouveaux marchés avec du coup les expertises qui sont déjà présentes au sein de l'entreprise. Okay. Très bien. Merci pour cette explication claire. Avec plaisir. Donc Maxime, j'avais un échange tout à l'heure avec Anne-Laure qui m'expliquait comment Nutriset intègre l'écosystème local dans sa chaîne de production. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ce type d'approche pour Nutriset, c'est vraiment historique. Déjà, les produits sont à base d'arachide, ceux qui existent. Depuis la création de Nutriset et de son réseau de franchisés Plumpy Field, on a toujours eu des actions pour développer la chaîne de valeur de l'arachide, avec des exemples de projets qui sont diffusés sur notre site internet, par exemple, autour du Burkina Faso, pour valoriser les producteurs locaux, les filières locales de l'arachide. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique aussi de diversification. C'est pas toujours de l'arachide. Non, en fait, il y a aussi besoin de pouvoir valoriser d'autres chaînes de valeur, d'autres matières premières agricoles qui vont être plus spécifiques à certains pays, en fait. Et localement, vous trouvez toujours ce qu'il faut en termes industriels? Alors, le challenge qu'on va avoir en tant qu'industriel, c'est finalement de pouvoir identifier les matières premières qui ont le plus fort potentiel nutritionnel, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir répondre aux besoins et aux exigences des bénéficiaires, mais aussi qui vont être disponibles en quantité, en qualité et à un coût abordable. Et là, c'est souvent un challenge qu'on rencontre parce que dans certains pays où on opère, on peut avoir des filières qui finalement sont beaucoup plus artisanales, à l'échelle plus informelle. Et en fait, une entreprise, ça a besoin de traçabilité, de qualité, d'avoir de la transformation de la matière pour la rendre digeste et avec un bon goût. Parce que quand on parle de végétal, on a aussi fois des goûts végétaux qu'on ne veut pas. Et donc tout ça nécessite d'avoir une filière structurée. Et puis il faut éviter de perturber l'écosystème, je suppose. Alors en effet, l'idée n'est pas d'importer en fait une nouvelle matière première qui n'existerait pas localement, mais plutôt d'aller faire un screening des matières premières qui sont disponibles. Pour ça, on s'appuie aussi sur nos partenaires industriels en local qui connaissent très très bien leur écosystème. Vous avez de développer Alors, dans l'histoire, sur on va dire les 10 dernières années, on a travaillé par exemple sur un produit Plumpy Sup à base de mil à la place de l'arachide. Pas mal, ça c'était. C'est un peu surprenant, mais. Pour le Niger. Bon, c'était identifié. On a identifié aussi des procédés de production, de transformation, qui sont essentiels en fait pour amener les produits au bon niveau de qualité, de digestibilité, sans rentrer trop dans le technique. On a travaillé aussi sur du pois chiche et ça c'est vraiment c'est un projet actuel. Oui. C'est en fait d'adapter des recettes. Donc il y a une recette là, c'est une production pilote qui a eu lieu cette semaine et où en fait on a fabriqué des produits avec le produit standard et un produit adapté contenant un mélange de soja et de pois chiches, notamment avec l'objectif de valoriser ces nouvelles sources végétales disponibles en Éthiopie. Et donc ils sont équivalents en termes nutritionnels? Totalement équivalent. On répond à des standards internationaux. L'idée n'est pas de dégrader ou de modifier les standards. En fait, on s'assure que ça répond aux mêmes besoins. Intéressant. Donc simplement, les matières premières sont différentes, les goûts sont différents, mais en termes nutritionnels, c'est exactement la même chose. C'est identique. Ok, très bien. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut les goûter. Ok, allons-y. Alors, du coup,
Sur celui-ci, alors c'est des produits qu'il faut malaxer avant utilisation. Je fais aussi. Donc, il y a une méthode pour le faire ou bien on le fait à sa non, manière? pas particulièrement. Après, Ok. le petit challenge sur les produits pilotes, c'est de les ouvrir. Donc, oui, je là, vais ça essayer. fonctionne bien. Voilà. Je vais y arriver également. Et donc, en fait, voilà, on a vraiment un produit pâte. C'est comme du beurre de Celui-là, c'est- cacahuète. Ah ouais, ça, d'accord. Donc ça, c'est le produit standard. Ok, Voilà. C'est, je sais pas. ok. Il faut que tu goûtes en même temps que moi. Après, je Ah fasse bah après. oui, oui. Alors après, hop. Ah, très sucré, ouais. Alors c'est une base sucrée avec, on va retrouver un peu de goût d'arachide aussi. Ouais, à base de cacahuètes, ouais. Mm. Ça se sent. Alors tiens, je vais être généreux. Voilà. Donc ça, c'est à mon tour. Et donc là, c'est différent du pois chiche, c'est ça? Alors c'est le premier qu'on a goûté, pardon, c'est le pois chiche soja avec un peu d'arachide. Et là, on a le produit standard. On voit déjà qu'en fonction des matières qu'on utilise, on n'a pas forcément la même couleur. Ouais, ça se voit, oui. Un peu plus salé, celui-là. Oui. Ok. On sent plus les matières laitières aussi. Absolument. Merci, je ne semblais pas que j'allais bien me nourrir en venant chez Nutrised. Ah bah là, oui, il n'y a pas de problème. Merci. Ah, la roulotte de l'imaginaire. Il y a des roulottes partout ici. C'est un monde de roulettes. Sébastien, j'ai passé une très belle journée. C'est le moment de conclure. Ah, ça me fait plaisir. Que super. Le cœur de Nutrised, c'est l'agilité. Mais c'est quoi la limite de l'agilité chez Nutrised? À la limite de l'agilité, c'est pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Faut pas galvauder le terme. L'idée, c'est de savoir ce qu'on fait, être conscient, le faire bien, savoir s'adapter en permanence, D'accord. en fonction des besoins. Je vais prendre l'exemple des projets. On a beaucoup de projets et c'est important, il faut les prioriser. D'accord. Par contre, tous les projets n'ont pas le même rythme, le même timing, donc il faut pouvoir être agile dans la gestion de ces projets, par exemple. Donc D'accord. voilà, la meilleure réponse du moment. C'est très bien. On est devant la roulotte de l'imaginaire. Comment imagines-tu l'avenir de Nutrised dans 1 an, 5 ans et 10 ans? Ah, on ne pouvait pas parler du futur Nutrised en dehors de la roulotte de l'imaginaire, c'est certain. Nutrised, en fait, comme on en a parlé, c'est un mandat avec une résilience forte depuis tout le temps, gestion de crise, des choses qui se sont accentuées, mais c'est notre quotidien. Notre futur, clairement, il s'accentue encore plus. Oui. On a encore plus de crises. Ouais. Tout à fait, c'est exponentiel en fait, c'est des crises dans des crises, etc. Donc ça demande encore plus de résilience. Je pense qu'il faut savoir assumer et se dire ça rien de lutter contre, il faut vivre avec. Oui. C'est vraiment ça notre peut futur. être un accélérateur. Exactement. Et puis en fait, pour moi, c'est une vraie opportunité aujourd'hui, comme tu le dis, d'accélérer les choses pour diversifier, parce qu'il faut qu'on diversifie nos activités, mais également les adresser différemment en interne dans la culture d'entreprise, dans la manière de conduire ses projets, conduire ses orientations, etc. Donc c'est une vraie opportunité pour l'entreprise pour encore passer un nouveau cap, et notamment pour ses 40 ans, puisqu'on fêtera nos 40 ans l'année prochaine. Oui, d'accord. Et donc je pourrais revenir et revoir une autre entreprise transformée, plus résiliente, un peu plus qu'aujourd'hui, parce que vous êtes déjà résilient, quoi. C'était votre cœur, le cœur de Nutrised. Oui, alors plusieurs pour que tu reviennes pour nos 40 ans prochainement, et puis tu verras une entreprise qui s'est encore transformée, qui évolue encore. On reste ce qu'on est, mais on fait les choses différemment pour des objectifs différents, potentiellement nouveaux, complémentaires, pour adresser les meilleures réponses à notre mandat et notre futur. Ok. Sébastien, je vais passer une journée super. Merci Alain. Merci pour ton accueil. À très bientôt. Merci. Et à plus tard.